grande interview du lundi. Hier, les experts sont devenus une nouvelle fois, pour la 6e fois de leur histoire, champions du monde. Ce soir, on reçoit deux représentants de cette belle maison, Valentin Porte et Vincent Gérard. L'un était lié, arrière, un peu polyvalent, puis l'autre a pratiquement déboulonné la statue de Thierry Omeyer. On aura plein de questions à leur poser sur ce fabuleux succès. Pour les cuisiniers, 3 cuisiniers en chef. David Loriot, que vous ne connaissez pas forcément, c'est lui qui écrit dans l'équipe et qui a suivi ses experts, notamment, parce qu'il n'est pas tout seul. Il y a Karine Galli, des visages connus de la chaîne L'équipe, et puis également Yoann Rioux. Madame, messieurs, bonsoir. Qu'attendez-vous de cette rencontre? David, si vous avez quelque chose comme ça, le contrat de confiance, tiens. De manière futile, la première chose que j'attends, c'est qu'ils me racontent comment ils ont fini la soirée hier et ce qu'ils ont fait de leur soirée hier. Et de manière un peu plus sportive, moi j'aimerais vraiment savoir s'il y a un moment dans le tournoi, ils ont douté, ils ont eu peur. Ok. Voilà. Karine? Alors, moi, c'est pas dans le tournoi, mais j'aimerais savoir s'ils ont douté hier soir, notamment juste avant la mi-temps où on voyait les Norvégiens qui prenaient un petit peu l'ascendant sur les experts. Et savoir aussi, parce qu'ils ont tout gagné, même s'ils n'ont pas non plus, pour l'instant, la médaille d'or aux Jeux Olympiques, parce qu'ils avaient, pour certains, gagné la médaille d'argent à Rio. Est-ce que, quand ils ont parlé peut-être avec Jérôme Fernandez après, avec Michael Guigou, avec tout ça, ils se sont dit, ce qu'on a fait en France, c'est forcément plus grand, parce qu'on a vécu une ambiance exceptionnelle pendant tout ce mondial. Yoann? Une question pour Vincent Gérard, ça sera à l'antenne en direct. Et pour Valentin Porte, est-ce que la joie d'hier a compensé son immense détresse après la finale, à l'issue de la finale des Jeux de Rio? Ça avait énormément marqué. Ok. Et vous allez les faire pleurer, hein? Bon, allez, on les accueille. Vincent et Valentin, bonsoir. Alors, généralement, on vous téléphone et puis là, vous étiez à l'Élysée. Bonsoir, messieurs. Pour vous demander votre musique d'entrée. Là, on s'est dit, on va prendre une musique. Je ne sais pas si vous la retrouvez en régie. Ou alors, si on ne l'a pas, vous me le dites, parce que comme ça, on va passer à autre chose. Voilà, on ne l'a pas, donc voilà. Merci beaucoup de seconder. J'ai moi aussi des experts en régie. Vincent. Ah ben là, voilà, cette musique. C'est la musique fédère, c'est la musique pour les spectateurs, c'est ça, qui devait faire quelques chorégraphies. Voilà. Danse phénoménale. C'est La danse phénoménale. La danse phénoménale. Vous pouvez... Ah non, je ne l'ai pas faite. Moi, je regardais les gens la faire. Ok, très bien. Messieurs, on va tout de suite commencer par quelques chiffres clés. C'est le 6e titre mondial. Voilà, 6, 2 titres olympiques, 3 titres européens, 18 médailles dans les grands tournois pour les Bleus depuis 92, donc 18 sur 26 tournois. C'est fabuleux, incroyable, extraordinaire. On va tout de suite commencer par la première question. Les experts sont champions du monde. Et j'avais envie, et nous avions envie, vous nous ouvriez un petit peu la porte du vestiaire pour que vous nous expliquiez les coulisses de l'exploit. Moi, la première question, c'est où ça s'est joué? Est-ce que ça s'est joué de la déception des Jeux? On revient un peu aux premières questions. Pendant la préparation, pendant le tournoi, la montée en puissance. Vincent, vous avez l'air chaud. Où est-ce que ça s'est joué? Je sais pas, dans le travail, dans la volonté de s'y remettre tout de suite. C'est vrai qu'une médaille d'argent au jeu, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais ça laisse un vrai goût d'inachevé. Valentin l'a suffisamment dit. Elle a suffisamment dit. Oui, on l'a entendu se plaindre. Mais il avait raison. Et c'est vrai que quand on a repris l'entraînement, repris le 26 décembre pour cette compétition, on n'avait qu'un seul objectif en tête, et c'était la médaille d'or. Ça se traduit un peu dans les discours avec les journalistes, avec les gens qui vous posent des questions, mais vraiment à l'intérieur du groupe, vous les avez un petit peu ennuyés avec ça, Valentin? Non, ça c'était mon point de vue. J'en parlais à la presse comme ça quand ils me posaient la question, mais je n'allais pas aller voir en pleurant à chaque fois en disant je suis triste, on a perdu. C'était juste mon ressenti, mon point de vue. Et je vais même, ça s'est même joué avant. Je pense qu'à partir du moment où on a perdu cette finale des Jeux Olympiques, dans la soirée, on s'est dit de suite il faut rebondir au championnat du monde de suite. Donc ça s'est pas joué qu'au 26 décembre, je pense que ça s'est joué vraiment en amont, quoi. Après ces deux compétitions perdues, l'Euro en Pologne et donc les JO, il fallait absolument gagner ce titre. Je vous passe qui? Karine, je vous passe Yoann, je vous passe David. David, allez, c'est à vous, David. Justement, Valentin, tu disais quelque chose d'intéressant là sur ce mondial. Après cette fêlure olympique à Rio, vous vous êtes rassemblés un petit peu, vous en avez discuté, vous avez pris le temps entre les cadres un petit peu, ceux qui sont là depuis quelques années de l'équipe pour en discuter. C'était quoi? C'était quand d'une part? Et c'était quoi la teneur du discours? C'est presque une promesse en fait que vous vous étiez faite après la défaite en finale des Jeux. C'est complètement une promesse, hein. C'est ce que j'ai dit là il y a peu de temps encore.
Ça s'est fait sur le stage là, le qualif, c'était quand octobre-novembre, les qualifs pour l'Euro. Là, on s'est réunis donc avec des joueurs cadres pour faire un petit point sur les JO et vraiment mettre noir sur blanc ce qui n'avait pas été et ce qu'il fallait changer pour être champion du monde, quoi. Et parce qu'on ne pouvait pas avancer comme ça avec des non-dits ou des choses comme ça. Donc on s'est réunis. Et ça nous a servi. Du coup, on a mieux travaillé, on a mieux préparé ce mondial et aujourd'hui, on connaît les résultats. Dans le débriefing, parce que souvent, le débriefing est toujours un petit peu écarté, tout ça. Moi, j'aime bien savoir ça. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Quels étaient les petits constats, les ajustements à faire de cette finale perdue au JO? Je pense que le problème majeur avait été le problème de rotation. Je pense que pour aborder ces phases finales, il faut qu'avant, tout le monde ait pris de la confiance et qu'on ait pu faire des rotations, que les joueurs cadres qui jouent beaucoup se reposent un peu. Et les joueurs qui normalement font les rotations, n'avaient pas donné beaucoup de satisfaction. Du coup, on a dû tirer toujours sur les mêmes et on arrive sur cette demi-finale et finale complètement ruinés. Et on perd cette finale, pas que là-dessus, mais on manque énormément de fraîcheur. Donc ça fait la différence. Alors là, c'est la réunion des grands sages, hein, c'est des gens qui ont un petit peu d'expérience. Vous, Vincent, vous n'étiez pas convié à cette réunion? Non. Non, c'est pas grave, hein, vous aurez vos doléances un petit peu plus tard. Mais vous, lorsque vous arrivez comme ça en équipe de France, comment vous recevez finalement ce message des cadres? On vous le dit, on vous le... Après, on n'est pas des perdreaux de l'année non plus. On sait... c'est ce qui ne va pas. On sait quand on ne gagne pas. Après, ça se joue sur un match. Hein. C'est pas non plus sur un match, sur 3 buts d'écart à Rio, 2 joueurs qui sont en chauffe. On aurait très bien pu passer, même en étant un peu moins bon ou un peu fatigué. Donc voilà, les jeux ont cristallisé un peu tout ça. Mais non, on continue à travailler et on essaye juste d'être encore plus appliqué, encore plus performant et puis de se préparer encore mieux, quoi. Est-ce que, parce que depuis 95, la seule finale perdue, c'est celle de Rio, est-ce que finalement vous avez été aussi un petit peu vexé par rapport aux réactions des gens, de dire c'est une déception alors qu'il faut remettre quand même les choses dans leur contexte? C'est quand même extraordinaire de ramener encore une médaille d'argent et quand on voit que la France n'est pas un pays de sport, on vous demande toujours l'excellence parce que vous nous avez habitués à cette excellence, mais on ne peut pas dire non plus que ça soit un échec de ramener une médaille d'argent. Donc est-ce que finalement, qu'on vous renvoie cette image d'échec, alors que je ne pense pas qu'on puisse parler d'échec, ça vous a un petit peu vexé, vous vous êtes dit, bon là, l'an prochain, on sera à la maison, et ça sera l'or ou rien? C'est forcément un échec, parce qu'on finit sur une défaite. Donc, effectivement, c'est la seule finale perdue, donc c'est forcément un échec, même si c'est exceptionnel, et s'il y a beaucoup de gens qui signeraient pour avoir une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Après, on n'a pas été vexé parce que les gens ont été déçus. On est vexé, on est déçu de nous-mêmes. On est déçu du résultat final parce que pour les Jeux, on se prépare très longtemps, c'est beaucoup d'efforts et au final, pour perdre un match, 3 buts, pas grand-chose. Donc, c'est pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est pour nous, pour continuer à notre marche en avant et continuer à écrire un peu l'histoire de l'équipe de France. Vincent et Valentin, alors là, on était juste dans la digestion de la médaille d'argent. C'est une belle digestion, mais bon, c'était un peu lourd, ouais. Des JO. Le tournoi commence. Le premier match, c'est le Brésil. Est-ce que là encore, c'est un match très important dans cette quête de l'or mondial? Très, très important parce que voilà, c'est le premier match de notre compétition, là où on est attendu, là où le public est arrêté et s'est rassemblé. On n'a pas le droit à l'erreur. Et en plus, j'ai envie de dire, malheureusement, on joue le Brésil, bon, même si là, pour le coup, ça n'a pas été très dur, mais le Brésil, qui est quand même une équipe atypique et qui peut poser énormément de problèmes à nous, équipe européenne, un peu plus, structuré. Ouais, un peu plus structuré, quoi. Donc voilà, c'était un match à prendre très au sérieux et je pense que ce départ de compétition a été parfait pour la suite. Ouais. Je reviens à la promesse. Pardonnez-moi, je vous zappe, Johan, mais juste pour la cohérence. Non, mais il y avait quelque chose, David, que vous vouliez poser. C'est est-ce qu'à un moment, les gars ont douté? Voilà. On a le sentiment, Valentin et Vincent, d'un tournoi finalement maîtrisé, quasiment de bout en bout. Voilà, 9 matchs, 9 victoires, comme en 2001. C'est les seules fois où l'équipe de France gagne tous ses matchs sur un tournoi international, les 2 seules fois. Mais là, on a le sentiment, il y a eu des passages compliqués, un quart d'heure contre l'Islande, 45 minutes quasiment contre la Suède, cette première mi-temps en finale. Mais voilà, on a le sentiment d'une vraie maîtrise, d'une vraie domination. Est-ce qu'à un moment, honnêtement, très honnêtement,
Vous avez douté? Vous avez eu peur de perdre? Ou est-ce que voilà, vous étiez sûr de votre force, sûr de cette équipe de France? Elle est pour qui la question? Ouais, moi, mon ressenti, c'est vrai qu'on a super bien géré cette compétition, on l'a maîtrisée. Et c'est en grande partie, j'ai envie de dire, grâce au public et à cet engouement qu'il y avait, parce que quand il y avait des petits coups de moins bien, ils étaient là pour nous remettre dedans. Et Ça marche vraiment, ça. Ouais, ben franchement, Ça me paraît toujours. ben ouais, mais franchement, on l'avait jamais vraiment vécu, en tout cas sur une compétition officielle et des matchs très importants comme ça. Et ça donne, voilà, après la demi-finale, moi j'étais en pleine forme, quoi. J'avais envie de continuer parce que je m'étais nourri de ça tout le match et que ça nous donne vraiment ça nous galvanise et nous donne des ailes. Donc c'est assez fabuleux. Après, cette première mi-temps de la Norvège, là, j'ai vu les vieux démons de Rio ressurgir, là. J'ai dit, oh là là, ils mettaient tout, ils étaient en chauffe. Nous, on défendait pas très bien, on n'était pas bien rentrés dans notre match. Et je me suis dit, on va avoir un match galère, ça va faire la même chose. Donc, à ce moment-là, j'étais un petit peu inquiet. Mais bon, heureusement, on a réussi quand même à rester serein et à renverser tout ça. Johan. Est-ce que quand même, en quart de finale contre la Suède, on est à la 49e minute, la Suède mène d'un but, il y a vraiment une balle de break. Et là, Vincent, vous faites un super arrêt. Et sur la poursuite, Narcisse réussit à provoquer un penalty et l'expulsion de 2 minutes d'un joueur suédois. Mahé égalise 26-26. Après, tir sur la barre pour la Suède. Et dans la foulée, Rémi marque 27-26. Rémi récupère le ballon dans les bras de Nilsson. Et après, Rémi marque 28-26. Tu nous refais le Est-ce que match. là, quand même, à la 48e, 49e, Il a tout noté, hein. contre la Suède, est-ce que vous n'avez pas eu peur quand même? Mais on a toujours peur. Ça serait suicidaire de rentrer sur le terrain en se disant qu'on est l'équipe de France, on est en France et on va gagner. C'est le sport de haut niveau. On le voit rien qu'au niveau des huitièmes de finale, le Danemark et l'Allemagne qui perdent. Donc ça serait fou de rentrer sur le terrain en se disant on va gagner. Même la finale en disant bon, bah, les Norvégiens, on les a déjà joués, on les a déjà battus. Donc ouais, pour le match contre la Suède, bien sûr. Les Suédois, avant de les jouer, ils étaient meilleure attaque, meilleure défense. Donc c'était sûr que ça allait être compliqué. Après, il fallait continuer à bien défendre, à faire ce qui faisait notre force. On savait que si on jouait bien, en plus chez nous, ça nous pouvait être qu'un avantage. Donc oui, pour répondre à votre question, on doute constamment. Mais par contre, on sait aussi ce qu'on vaut, on connaît nos forces et... on sait qu'on est capable de gagner tous les matchs. Cet arrêt, vraiment, vous le rappelez? Sur Ekberg, oui, je m'en souviens. Ouais. Ah oui, ça rappelle. Non, mais je m'en souviens, parce que c'est un moment charnière du match et c'est vrai que ça les empêche de faire le break et puis derrière on refait un trou un peu plus large. Donc voilà, c'était bien. Vous dites que vous n'avez pas douté pendant la finale, mais juste pour revenir à ce qui s'est passé hier, à un moment de la première mi-temps, mais tant mieux de ne pas avoir douté, mais pendant un moment de la première mi-temps, la Norvège est à +3 et finalement, vous refaites votre écart juste avant la pause et vous avez déclaré après la victoire, on s'est dit les choses à la mi-temps. Alors justement, qu'est-ce que vous vous êtes dit entre vous pour que cette deuxième mi-temps, finalement, vous la rendiez beaucoup plus facile? J'étais pas au vestiaire, alors je vais laisser... Ouais, moi j'étais au vestiaire. Tout simplement que c'est vrai qu'on avait pas mal souffert dans cette mi-temps, on n'avait pas été très très bon. Défensivement. Défensivement, Avec leur jeu rapide, vous avez défensivement notamment, ouais, c'est sûr il faut aussi dire qu'ils nous ont très bien attaqué, qu'ils ont très bien joué, donc ça c'est clair. Maintenant, à la mi-temps, on est à +1 et on arrive dans le vestiaire, on dit bon, en étant mauvais, on est quand même à +1. Et là, ce qu'on se dit, c'est les gars, ils ont raté le coche, quoi. Le coach, il l'avait, il pouvait nous mettre la tête sous l'eau et nous empêcher de revenir. Là, on est revenu, on leur met un gros coup sur la tête avec ce but pour passer à +1 à la mi-temps. On se dit, on reste là-dessus, on avait trouvé un petit peu les solutions, on a réparé 2-3 trucs tactiquement et derrière, voilà. Le rouleau tactiquement, faut savoir. Tout simplement, en fait, ils nous gênaient sur 2-3 combinaisons qu'ils avaient bien fait en première mi-temps. Et la mi-temps, ça sert à ça, évidemment, hein, de cibler ce qu'ils font bien et d'ajuster. Donc, juste avec un placement ou deux. Et ça les a complètement Un gênés. marquage plus strict sur le tireur. Un marquage plus strict avec un tireur qui venait nous pilonner au centre. Au lieu de faire sortir ce joueur, on faisait sortir l'autre. Ça les gênait complètement. Vincent faisait 2-3 arrêts derrière. Et voilà, l'équipe commence à douter. Et là, le rouleau compresseur se met en marche. Et quand on prend 3, 4, 5 buts d'avance, après, c'est très dur de nous arrêter. Mais à bien vous écouter, à la mi-temps, d'après ce que vous dites, le match était pratiquement terminé. Je pense qu'ils ont...
Peut-être qu'on leur a donné l'impression qu'ils avaient laissé passer leur chance parce qu'ils étaient en pleine réussite. On a l'impression qu'ils ont dominé la première mi-temps de bout en bout et au final ils sortent, ils sont derrière. Donc effectivement, peut-être que le match n'était pas plié, mais globalement, ils s'étaient dit ça va être très difficile parce que même en faisant le maximum, on est déjà derrière, on est encore derrière. Il y a des attitudes qui ne trompent pas et des regards qui ne trompent pas. Quand on met ce but, quand même, ça inverse vraiment la confiance et là on les voit plonger quoi. Psychologiquement, ils commencent à douter. Ils se disent vraiment on a raté l'occasion de faire l'écart et peut-être de gagner ce match. Là, à un moment, à la mi-temps, à mon avis, il faudrait leur demander, mais ils sont pas sereins. Hein. Le match est-il joué aussi ici, Vincent? On va vous faire un compliment. On va vous montrer les arrêts que vous avez fait. Vous êtes rentré. Est-ce que ça joue là aussi? 14-16, la Norvège est devant. L'entrée de Vincent Gérard, est-ce que c'est l'une des clés du succès? Vincent, parlez de vous. Vous pouvez y aller. Hein. Allez-y, hein. Oui, Vous pouvez dire c'est vous. Hein. Si c'est pas vous, c'est pas vous. Mais expliquez-moi pourquoi, Vincent. Non, mais c'est vrai que moi, je suis content d'avoir pu être performant sur un match comme ça. Oui, non, mais là, vous êtes content, machin, tout ça. On la connaît, la soirée, mais franchement, la vérité, franchement, la vérité, est-ce que c'est vous? La vérité. C'est vous qui m'avez fait gagner. Est-ce que vous êtes on est même 16 sur la feuille de match. Alors, est-ce que c'est vous qui écœurez les Norvégiens? On va le tourner. Non, je pense que vraiment, on a eu vraiment beaucoup de difficultés en première mi-temps. Ils ont attaqué fort, ils ont marqué des buts de loin et en deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux défendu. Pour moi, c'était plus facile et c'est un espèce de cercle vertueux qui fait que ils ont plus de mal à marquer, donc ils prennent des moins bonnes solutions. Donc moi, je fais des arrêts plus faciles derrière et puis voilà quoi, ça se met en marche et c'est facile. Est-ce que vous avez repensé à cet Euro 2014? Vous démarrez donc Omeyer est blessé au début. Vous faites premier match et là vous faites une première mi-temps pas très bonne et vous laissez passer votre chance. Après Dumoulin est fantastique, il joue le deuxième match et après c'est Omeyer. Est-ce que ce match contre la Russie, vous l'aviez encore en tête hier comme une sorte de revanche? Non, pas du tout. Je pense que Ce sera la dernière question, mes amis. c'est vrai que sur cet Euro, j'avais joué la première mi-temps, j'avais commencé l'Euro en titulaire et puis j'avais pas été bon à la première mi-temps et puis Cyril avait été bon derrière. Après c'était il y a 3 ans, les choses évoluent, je pas eu dans le passé à ressasser et encore moins. Après je vous cache pas que quand j'ai joué contre la Russie, c'est la fois d'après que j'ai joué contre la Russie, j'y ai pensé pendant le match, mais en préparant, je me suis dit la dernière fois que j'ai joué la Russie, je peux un peu passer à travers. Ça serait bien pas que ça se reproduise pas, mais rien de plus parce que on joue tellement de matchs, il y a tellement de choses qui se passent que on pense pas à un truc qui s'est passé il y a 3 ans. Il y a eu je sais pas, il y a moins de 200 matchs entre ces deux-là, donc c'est fait quoi. Vincent et Valentin, on est ensemble pendant 1 heure en direct sur la chaîne L'Équipe. On voulait également un peu vous cuisiner sur le hors handball. Eh oui, ça s'appelle hors jeu. Donc ce sera des questions complètement débiles, stupides, mais complètement hors handball. On va changer de décor puisqu'on est une grande chaîne. Regardez, en un clin d'œil, c'est parti. Je commence par Vincent ou Valentin? Tiens Vincent, la chanson qui vous met de bonne humeur le matin. Couleur café de Serge Gainsbourg. Valentin, la dernière fois que vous êtes allé au cinéma, vous avez vu quoi? Avec ma famille, je suis allé voir Vaiana, le Disney. Ok. À la télé, vous regardez du sport ou ça vous rappelle le boulot, Vincent? Je regarde pas trop de sport. Pas trop de sport. Quoi? Comme émission, générale? Votre émission préférée? Mon émission préférée, je vais dire les maternelles sur France 5 le matin. Valentin, votre émission préférée? Si je dis l'équipe de soir, ça fait trop faillot. Non, moi, par contre, je regarde beaucoup de sport, surtout, donc pas franchement. Après, j'aime beaucoup Top Gear. Ok, j'aimais mieux votre première réponse. Vincent, la chanteuse que vous adorez? La chanteuse que j'adore. J'écoute plus des chanteurs. Allez-y. Alors, chanteur Damien Saez. Ok. Valentin, l'actrice avec laquelle vous pourriez partir en vacances? On monte d'un cran là un peu. Il y en a tellement. Française, américaine, ce que je veux. Allez-y. Monica Bellucci. Ok, très bien. Vincent, la viande c'est saignant ou à point? La viande c'est saignant, voire bleu. Bleu, d'accord. Valentin, si vous prenez une boule de glace, enfin 2 boules de glace, c'est quel parfum? C'est vanille chocolat. Ok. Vincent, vous roulez en quoi? Propel Audi.
J'ai un Q5, Ouais. mais en ce moment, il n'y a plus ni d'embrayage, ni de boîte de vitesse. Alors, voilà, Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un peu. je sais pas, le retour du ski pour ma femme a été un peu compliqué. C'est ma femme qui a bousillé la bagnole. C'est plus mon beau-père, mais. Ça balance. Hein. Ok. Donc voilà. Vous devez Donc en payer ce un moment, embrayage je pour roule la en même famille. 307 et voilà. Ok, la loose. Merci. Valentin, sur la route, vous roulez plutôt vite, plutôt pépère? J'aime bien la vitesse, mais je fais quand même attention. Ok. Vincent, je débarque à Montpellier, j'ai envie de m'amuser. Je fais où? Donnez-moi un truc, mais le reste. Moi, j'ai 2 enfants, hein, je suis plutôt calme. Bah, à la maison. Excusez-moi, Valentin, je débarque à Montpellier, j'ai Voilà, vraiment envie de m'amuser. c'est mieux. Je fais où? Bah, à la maison. Ouais, à la maison? Bah oui. Il y a une grande piscine. Ouais, j'ai une piscine. Vincent, vous dormez nu? Je dors nu. Valentin, vous êtes coincé dans l'ascenseur avec quelqu'un. Vous abordez quoi comme genre de discussion? Toujours un peu gênant, ça. Hein. Ouais, c'est gênant. Mais... bon, on peut parler tranquillement du boulot ou. Si, ouais, du boulot. Ok, Vincent, dans un couple, quel est le tue-l'amour le plus efficace? Donc on a vu la bagnole prêtée au beau-père, mais sinon. Le tue l'amour. Les pyjamas. Allez, Les mauvais pyjamas. Allez. tiens, Vincent, le prénom de votre première fois. De ma première fois, Ouais, première fois. Le prénom, vous en souvenez? Clémence. Clémence. Oh, c'est Et beau. Valentin, le prénom de votre dernière fois, vous. Il hésite. Le prénom de ma dernière fois. Ah ouais, ça remonte, hein, je suis seul, je suis sportif. Ça doit être Eve. Eve, ça doit être. Question est géniale. Mais s'il y a tellement longtemps. aussi. Bien sûr. Bon, bah voilà. On les recuisine après. Du handball, et encore du handball. A tout de suite, on est avec 2 héros, 2 experts, champions du monde depuis hier, Vincent et Valentin, Vincent Gérard et Valentin Porte. A tout de suite. Vincent Gérard et Valentin Porte sont nos invités du soir. Hier, ils ont fait l'événement avec tous les experts. Ils ont remporté une 6e titre mondial, 6e Coupe du Monde, championnat du monde, pardon, de hand. Ils sont là, tranquilles. On vous a un peu cuisiné sur leur vie hors handball. On va revenir quand même à leur métier de prédilection. Nous sommes ensemble avec David Loriot, Karine Galli et Johan Rioux. Dinard contre Onesta. On ne veut pas forcément, évidemment, opposer ces 2 techniciens français, mais cette victoire au championnat du monde marque l'arrivée d'une nouvelle ère avec Didier Dinard. Didier Dinard et Onesta. Onesta était présent depuis 2002. Ça change quoi? Ça change. Alors, peut-être une question plutôt pour vous, Valentin, puisque vous avez connu un petit peu les 2 managements. Encore, ça change quoi au quotidien? C'est un peu différent. C'est vrai que Claude, ça faisait quelques années maintenant qu'il était vraiment détaché, qu'il s'intéressait. Déjà, il n'a jamais entraîné. C'est vraiment pas son truc, l'entraînement. Il n'entraînait pas. Voilà. Et puis il se détachait au fur et à mesure. Là, Didier arrive. Et lui, il arrive avec toute la passion qu'il peut avoir de jeune entraîneur. Donc, il est à fond dans tout ce qu'il fait. Donc ça remet un petit coup de boost à tout ça, je pense. David, vous avez peut-être des exemples, des petites choses comme ça? Ouais, Valentin le disait tout à l'heure dans la première partie de l'émission, ce qui a changé, enfin nous d'extérieur on le voit comme ça, mais je pense vous aussi, c'est vraiment les rotations. Parce que Claude était quand même moins adepte de ça. Claude était se reposait beaucoup sur les cadres. Et Ouais. il avait du mal un petit peu vraiment à intégrer, à donner du temps de jeu aux remplaçants. Didier Dinard, sur ce mondial notamment, il y a des choix forts quand même. Et Vincent Gérard en est le premier exemple. Voilà, quand Nicolas Karabatic n'est pas bon, il n'hésite pas à le sortir. C'est des choses qu'on ne voyait pas sur les compétitions précédentes. Après, si Didier le fait, c'est qu'il peut le faire. C'est que les remplaçants aussi apportent énormément. Peut-être qu'à l'époque aussi de Claude, il y avait moins de possibilités, moins de choix. Hein. Il y avait vraiment un gros joueur au poste et derrière, c'était peut-être un peu plus faible. Là, la nouvelle génération qui arrive, voilà, on pense à Ludovic Fabregas, non pas Vincent, mais Ludovic Fabregas, Nedim Rebili, tous ces joueurs-là apportent énormément. Donc les rotations, on peut les faire sans perdre le niveau de jeu. Donc je pense que si il avait coaché il y a 3-4 ans à la place de Claude, il n'aurait peut-être pas fait ces rotations aussi. Il les fait parce qu'il peut les faire et qu'il sait qu'il y a du talent sur le banc. Vincent, 56 sélections d'équipe de France, ce n'est pas vos premières sélections. Vous avez vu un changement avec Dinard, il n'y avait pas forcément avec Onesta.
Est-ce que ça vous a peut-être rendu meilleur? Est-ce que vous avez dit, tiens, c'est ma chance ou pas? Après, c'est vrai que depuis que Didier est sur le banc, même quand il était adjoint, Oui. J'ai un peu plus joué forcément. Après, c'est aussi parce que je m'adaptais mieux et j'ai progressé. Enfin, il y a un peu de tout, comme disait Valentin. C'est deux périodes aussi différentes de l'histoire de l'équipe de France, donc c'est difficile de comparer des choses qui ne sont pas comparables. C'est vrai que il fut un temps où il y avait 7 joueurs qui étaient quasiment les 7 meilleurs joueurs du monde à chaque poste, donc c'est difficile de les sortir. Et puis quand tu domines tout comme ça, il n'y avait même pas besoin. Là, peut-être qu'effectivement, les jeux ont montré que les compétitions sont de plus en plus physiques. Nous, on joue de plus en plus de matchs avec la Ligue des Champions. On est sur la route tous les 3 jours. Les organismes se sont mis à rude épreuve et forcément, la rotation fait partie intégrante de la stratégie tactique. Quel a été le rôle exact de Claude Onesta pendant ce mondial? C'était vraiment le boss, c'était évidemment Dinard, mais là, il vous a parlé, il vous parlait entre les matchs, il faisait des causeries. Je sais qu'à, je crois, l'Euro 2016, je crois que tu avais raté 2 matchs et à un moment donné, tu faisais un petit peu la gueule, je crois, le matin, et il t'avait un petit peu remonté les bretelles. C'est quoi son rôle exact à Onesta maintenant? C'est dur, enfin, je peux pas l'expliquer parce que. Il en a pas. Non, mais surtout, on l'a pas vu, quoi. Ah, d'accord. On l'a pas vu sur cette compète. Je pense qu'il est vraiment détaché du sportif. Il va s'occuper de tout ce qu'il y a autour, en manager général, mais le sportif, c'est fini. Alors parfois, si, dans l'élan comme ça, à table, il va dire un truc, il va me dire quelque chose. Il a dit qu'il avait voulu m'étrangler après la Suède. Voilà, ça c'est encore ces petits trucs du terrain qui ressurgissent, mais sinon, il s'occupe vraiment plus du terrain. Il n'était pas dans les vestiaires après les matchs, avant les matchs, dans les causeries? Si, mais il prend pas part. Voilà, il est là, il est présent, mais oui, regarde. effectivement, il ne parle pas. Et donc alors, je vais poursuivre la question de Johan. Aujourd'hui, à quoi sert-il réellement? Est-ce qu'il vous apporte encore quelque chose ou est-ce qu'il est peut-être temps que l'histoire se termine par un nouveau magnifique sacre à domicile? Non, je crois que la réflexion ne doit pas être là. Effectivement, il n'a plus d'impact sur le côté sportif. Après, il est le garant de l'esprit de l'équipe de France. Il est là en tant que manager général pour gérer tous les à côté. Chose qui nous impacte directement, mais qui ne nous concerne pas, dont on n'a pas forcément vent. Et donc, il n'est pas de savoir est-ce qu'il est temps qu'il parte ou pas qu'il parte. Son rôle est totalement différent de ce qui a pu être auparavant. C'était quoi la patte Claude Onesta? Souvenez-vous, Claude Onesta était venu nous voir, c'était en 2010, alors qu'il était à l'époque entraîneur, et nous parlait de la gestion des égos dans une équipe. Regardez, et puis j'aimerais avoir votre commentaire. Est-ce qu'il y a une filiation avec Dinard? Regardez, écoutez. L'ego, c'est indispensable. On a besoin de gens ambitieux, on a besoin de gens qui ont envie de dépasser les autres. Voilà, des gens qui... Parce qu'il faut avoir de l'ego, ne serait-ce que pour dépasser son adversaire. Ouais. Bon, alors après, moi, mon travail, c'est d'essayer de réunir ces gens-là et de faire en sorte qu'on identifie bien l'adversaire et que l'adversaire, c'est celui qui porte le maillot différent. C'est pas celui qui joue avec vous. Et ça, il y a besoin de le rappeler assez régulièrement. Non, mais de temps en temps, remettre les choses en ordre, c'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement, après une défaite par exemple, ou après un match difficile, on ne laisse pas les gens s'isoler, on ne laisse pas les gens se protéger, se réfugier, on les ramène toujours ensemble, on les analyse ensemble, les victoires, les défaites. Et je crois qu'on a des gens qui ont compris qu'en collaborant, moi je parle toujours de collaboration, je ne parle pas d'amour, de fusion, d'amitié, ça me paraît excessif. On collabore. Pourquoi? Parce que chaque joueur a compris qu'il avait besoin de la performance de son voisin, quel qu'il soit, qu'il soit son ami ou pas. Et je préfère jouer avec le mec d'à côté qui est performant et qui va m'aider à gagner, même si c'est pas mon ami, qu'avec mon ami qui est moins bon et qui va peut-être me faire perdre. Et quand on est arrivé à gagner ensemble, le gâteau qu'on va se partager individuellement, eh bien, il va être plus conséquent et la part va être plus grosse. Donc, plutôt que bêtement se jouer des coudes pour arriver à arracher une part de gâteau qui va être minuscule, eh bien, on le fait ensemble. Et puis, quand le gâteau est gros, on se partage, on est tous à table et tout va bien. Ce que nous racontait en 2010 Claude Onesta, est-ce que ça résume un peu votre aventure? Ou pas du tout? Les règles ont changé de management Le sport reste le même, la logique reste la même. On doit collaborer, on doit tous être ensemble. Il y a des moments difficiles dans une compétition, il y a des moments difficiles même dans une préparation. C'est dur, on est fatigué. Et à ce moment-là, c'est vrai que il y a
des petites choses qui peuvent irriter et de toujours rester tous ensemble, de rester unis dans un même objectif, pas forcément être amis, c'est ce que Claude pouvait dire, c'est d'être unis pour viser cette médaille d'or, pour atteindre cet objectif commun, c'est le principe même du sport collectif. Ok. Eh ben, on va filer à la case bleu, blanc, rouge. C'était pas le même plateau aussi. Pardon? C'était pas le même plateau en 2010. Non, il y a des gens Mais qui vous ont pris- étiez grandi. J'étais un peu plus jeune, oui, de Vous êtes de parfait 7 ans. maintenant. Ouais, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Bleu, blanc, rouge, ce championnat du monde a été un succès donc, dans toutes les catégories, tous les critères. Succès sportif, un succès populaire. 540 000 spectateurs sont venus participer à la fête du hand, à vos matchs également, mais aux matchs des autres nations. C'est un succès médiatique avec 8,7 millions de téléspectateurs qui ont suivi la finale. Le handball est-il devenu, pour vous, un sport majeur en France? Est-ce qu'il a grandi là? Est-ce qu'il a poussé un petit cap? Passé un cap? J'espère, c'est ce qu'on se dit souvent après chaque compétition. Quand on va au bout, on se dit ça y est, le handball est devenu un grand sport. Le handball, c'est le sport français, tout le monde l'aime et tout. Et puis il y a un épuis là, j'ai l'impression dans votre réflexion. Et puis à chaque fois, peut-être, ça s'évapore un petit peu. Mais là, le fait que ça a été en France, que ça a été suivi comme ça par énormément de monde, que ce soit dans les salles ou à la télé, peut-être que ça va amener encore plus cette ferveur et que enfin, j'ai envie de dire enfin, le handball sera vraiment un sport majeur français, quoi. Donc là, c'est pour le championnat surtout. Ça. Aussi, oui, bien sûr qu'il soit suivi aussi. C'est ça. Quelle est la réalité tout simplement du handball en France en D1 ? Est-ce que quand vous jouez, je sais pas, il y a beaucoup de monde? Est-ce que c'est la folie? Est-ce qu'il y a des sponsors qui viennent vous voir? Est-ce que tout simplement vous avez une vie aisée, même un très bon salaire? Comment ça se passe même financièrement? Non, on vit très bien. Yoann, la question c'est combien vous gagnez? Oui, voilà. Bon, déjà, a priori, il a une Audi. Hein. Si j'ai bien suivi, Vincent. Une Audi qui est foutue, mais une Audi quand même. Avec un pédale. C'est pas mal. marrer, Vincent. Non, on vit bien. Honnêtement, quand on se déplace, il y a du monde, c'est très bien. Après, c'est pas le foot. Le rugby s'est développé peut-être un peu plus tôt que nous. Après, il faut aussi se dire, voilà, on joue dans un championnat où il y a des champions olympiques, il y a des champions du monde, et même s'ils ne sont pas français, là, à Montpellier, voilà, il y a des Slovènes qui jouent avec nous à Montpellier, des Danois qui jouent à Paris, des Allemands. Enfin, donc on a un championnat qui est très attractif. Les gens viennent en nombre. Maintenant, ça se fait pas du jour au lendemain, mais on sent vraiment une vraie différence. Moi, j'ai commencé il y a 11 ans et on sent une vraie différence, un vrai progrès. Qu'est-ce qui manque encore un petit peu alors? Peut-être le truc décisif. Yoann, parce que je regarde, j'ai une vision panoramique du plateau et je vois David Loriot. Donc, David, vous pensez que ce succès-là? Moi, il y a un vrai paradoxe dans ce sport. C'est pour continuer sur ce que tu dis, Vincent. Il y a effectivement, là, on a 13 champions du monde, faut le dire. On a 13 champions du monde sur 16 en LNH, donc dans le championnat de France. C'est le seul sport collectif, comme ça. Évidemment, il n'y en a pas d'autres. On peut les voir ici. Il y avait 40 joueurs sur le mondial que l'on pouvait voir dans le championnat de France, qu'on voit tous les week-ends dans le championnat de France. Et malgré tout, le hand ne décolle pas. Faut pas se leurrer non plus. Voilà, le hand ne décolle pas. Même s'il y a un peu de monde dans les salles, c'est 2500 personnes dans les salles. C'est moins que le basket en Corse, donc c'est moins que le rugby, c'est moins que le foot, évidemment. C'est retransmis sur une autre chaîne de télévision et les chiffres sont relativement moyens. Voilà, sur beIN, et les chiffres sont relativement moyens. Comment vous expliquez que vous soyez une vitrine phénoménale pour le coup, que voilà, pendant 3 semaines, ça a été la fête du handball, il y a eu 135 000 personnes à suivre l'équipe de France dans la salle, ça a été guichet fermé partout. Et comment vous expliquez qu'effectivement, après, le championnat décolle pas plus que ça? Je serais pas aussi pessimiste. C'est des chiffres, c'est concret. Je sais pas, quand nous on joue à Montpellier, Bougnol est toujours plein, et quand on joue à l'Arena, on fait 8000 personnes. Effectivement, après c'est vrai que les installations font que, à Dunkerque, la salle, ils sont à 98% de taux de remplissage, mais la salle est pas très grande. Il y a un problème d'installation. Ouais. Après là, ça se construit. Ce sont assez une nouvelle salle. Dunkerque, on en aura sans doute une. Montpellier, on en a une. Enfin, donc ça va de mieux en mieux. Mais comme on dit, on va pas tout changer du jour au lendemain. On est passé d'un championnat qui était le 3e, 4e championnat européen au là 1er, 2e avec l'Allemagne. Mais dans la tête des gens, il faut aussi. Mais encore une fois, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux.
Vincent, simplement, lorsque vous avez commencé, je vous passerai la parole après, ma chère Karine, vous avez commencé, on a dit ça progresse. Moi, je me souviens de mes débuts il y a 11 ans. C'était quoi le hand de club il y a 11 ans, à vos débuts? Mais il y avait moins de monde, il y avait moins d'argent, il y avait peut-être deux internationaux français qui jouent en France. À Montpellier, il y avait Mika Guigou, Greg Anctil, et puis le reste jouait en Allemagne ou en Espagne. Donc là, maintenant, tout le monde est revenu, le championnat est super attractif. Les étrangers, les bons étrangers commencent même à venir jouer en France. Donc voilà, après l'arrivée du PSG dans le hand fait aussi apporter une lumière qu'on n'avait pas avant. Donc je ne pense pas dire de bêtises en disant que c'est mieux. J'ai une question pour Valentin, c'est Bina Mayers. J'ai oublié, j'ai complètement zappé les réseaux sociaux. Vous pouvez poser des questions à Valentin et Vincent via les réseaux sociaux, sur le compte Facebook de l'Équipe du Soir ou sur le compte Twitter. Karine, je vous ai fait lanterner, pardon. Non, votre génération, je vais prendre le groupe au complet, a absolument tout gagné. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez parlé de ce que ça représentait de jouer un championnat du monde en France, par exemple, avec un Jérôme Fernandez qui est toujours très proche de l'équipe de France. Et est-ce que vous pensez que, vu que là, c'est en France et que c'est un nouveau sacre en France après celui de 2001, il y aura un avant et un après, même si vous avez déjà tout gagné, championnat d'Europe, championnat du monde, JO? On n'en avait pas trop parlé avec surtout Daniel et Thierry aussi qui avaient fait 2001. On n'en a pas trop parlé parce que je pense que même si on en avait parlé avec eux, c'est complètement différent. Je pense qu'en 2001, c'était pas le même handball. La France était complètement outsider. C'était pas du tout pareil. Donc il faudrait leur poser la question aujourd'hui. On ne peut pas comparer les deux championnats du monde comme ça. Mais j'espère que, c'est pour ça que j'ai pas d'explication à la question d'avant, mais j'espère que l'après-championnat du monde en France, où là vraiment on a senti une ferveur énorme et un engouement monstrueux, j'espère que ça va vraiment aider le handball parce que, comme tu disais Vincent, c'est un championnat attractif, tout le monde vient, il y a du beau jeu et j'ai envie de dire, même c'est toujours impressionnant, même si le dernier joue l'avant-dernier, il y aura toujours du spectacle et il y aura toujours de belles choses à voir. Donc votre message, c'est venez voir du hand. Venez nous voir. Par l'étranger du tout Justement, Bina Mayers, téléspectatrice de la chaîne L'Équipe, pose une question à Valentin, et puis on va également la poser à Vincent. Vous voyez rester en France, Valentin? Moi, j'avais toujours été tenté par l'étranger il y a quelques années. Une expérience à l'étranger, mais plus en fait les années passaient, plus le championnat français devenait pas loin d'être le meilleur championnat au monde. J'ai dit, ça sert à rien de prendre des risques et de partir à l'étranger si je peux progresser alors que j'ai tout ce qu'il faut en France et que c'est plutôt les bons joueurs qui viennent en France. Donc aujourd'hui, j'en vois pas l'utilité, mais pourquoi pas dans l'avenir tenter voilà pour. Vincent? Moi, aucune porte est fermée. Après, on a aussi une vie de famille et les déménagements, partir à l'étranger avec la famille, les enfants, c'est quelque chose qui est forcément compliqué avec la voiture. À pied. Le déménagement, c'est pas facile. Mais pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'on est bien en France, on est bien là où on est. Et après, il faut aussi savoir être content de ce qu'on a. Oui, l'Allemagne, ça vous branche pas, quoi? Non. Si, moi je viens de Metz, je suis presque allemand. Mais pourquoi pas, mais pas à tout prix. D'habitude, on cuisine nos invités, on fait un petit grill. Et là, comme vous êtes des bons morceaux, puis vous êtes deux à cuisiner, on vous propose un barbecue. Donc j'ai des questions directes. Et j'ai anglais mon petit questionnaire sur les joueurs de l'équipe de France. Voilà. Vous allez nous faire découvrir les petites manies de l'équipe de France. Voilà, les lèvres commencent à se pincer. J'ai l'impression qu'ils ont compris le petit jeu. Et musique, changement de plateau, changement de décor. Moyen illimité. Qui est le plus chambreur? C'est pas mal quand même. Ouais. Et dans l'équipe, hein. Pas entre vous deux, mais... Non, mais Ah oui, Vincent? les gardiens, souvent. Si, moi, je dirais Vincent fait partie des plus chambreurs. Vincent, qui vous osez chambrer et qui faut un petit peu éviter, quoi? Je chante pas trop Daniel Narcisse, Ouais. il me fait peur. Quel est le surnom le plus ridicule? Timout. Timout. Ouais, Timout. Tiki. Ouais, Vous Timout. parlez de qui? Allez. Timout, c'est Timothée Nguessan, il y a même Tinou. Tinou, c'est Quentin Mahé. D'accord, ok. C'est catastrophique. Qui a le shoot le plus dévastateur à l'entraînement? Vincent. Qui c'est qui tire fort Nico Karabatic. Ouais. Et Timothée Nguessan, il tire fort le matin, ça fait mal, ouais. Qui est le plus méchant sur le terrain? Plus dur?
Ben en fait, le plus dur, je pense que Ludovic Fabregas est le plus dur. Après, celui qui peut être très méchant quand il est de mauvaise humeur, c'est Nico aussi. Ouais, fait mal. Ouais, quand il vrille un peu, il peut faire mal. Qui est le plus fou, le plus barré, le plus barjot? Quentin. Quentin Maé? Ah, il est bien. Exemple? Il barge au complet. Paro? Ouais. Toujours dans l'excès. l'excès. Je dirais pas. Qui scrute le mieux les adversaires? Le mec qui a un collab sur les adversaires. Titi. Titi, ok. Qui est accro au Red Bull? Red Bull, ça se boit. Non. Bah, Avec de la vodka alors. Non, mais Quentin. Qui est le plus connecté? Le geek. Tous les joueurs du PSG. Et Non, t'es fou, quoi. Valentin? Non, moi, non. Qui met la musique dans les vestiaires? Luc Abalo. Cavallo, ouais. Il n'y en a pas un qui essaie de. Non. Non, c'est bien, il est diversifié. Lui ou Mathieu Réby aussi un peu. Matt, ouais. Qui ne sait pas danser? Mathieu Gréby. Et c'est quoi? Je sais pas, il a un problème de rythme. On peut, parce que peut-être qu'ils nous regardent, il y a le haut du corps, le bas du corps. Je sais pas, Mathieu, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Aucune hésitation. Qui parle toujours, mais toujours au mauvais moment. Il y en a toujours un dans un groupe. Vous vouliez dire un nom, Valentin? Non, mais non, au mauvais moment, c'est rare, parce qu'il y a rarement de mauvais moments, quand même. Non. Au mauvais timing, quoi. Nedim alors. Ouais. Allez, on met Nedim. Dis-moi, Mimi. Ok. Qui est l'intello de la bande? On est des sportifs, hein. Comment? Nico. Nico Ouais. Qui est le plus ronchon? Mauvaise humeur, grincheux. Ah, il y en a un paquet, ça dépend des... Ouais. Si, Vincent. Ah ouais? Non, moi, je suis toujours de bonne humeur. Non. Non. Sauf quand je suis fatigué. Sauf quand je suis fatigué, donc j'en suis heureux. On a appris qu'il avait des problèmes familiaux aussi. Qui raconte des blagues pas drôles? Willy. Oh, ouais. Elles sont drôles, William- mais elles William sont pas McCambray drôles. En fait, il y en a beaucoup, donc il faut trier. Il y a du La volume. dernière qui vous a raconté, racontable. Dit médicament là. Ouais, voilà, il fait des blagues sur... Il adore faire des jeux de mots Des jeux de mots avec les médica noms. et il dit médicament. Médicaments, médicaments, des trucs. Ah, ça, c'est nul, par exemple. Ouais. Non mais c'est un truc, c'est visuel. Et qui a le plus succès avec les filles? On est des sportifs tous alors. Bah, moi, je le connais depuis longtemps. Je sais que Quentin Mahé, quand on était en équipe de France jeune, souvent faisait lever les foules. Ouais. Ouais. Il y a longtemps, en fait, faut dire. Les dossiers. Il y a très longtemps. Très longtemps. Il y a très longtemps. On était tous... Qui est physiquement hors norme à l'entraînement? À l'entraînement, pas grand monde. C'est vrai que en compétition, quand on s'entraîne, c'est souvent entre les matchs, donc l'intensité, c'est plus de la mise en place tactique, c'est pas trop. Non, on se rentre pas dedans à l'entraînement. En fait. Non. Non. Ok. Et ben voilà, on a appris un petit peu plus sur les experts. Bon barbecue. Dernier thème, Gérard contre Omeyer. Entre la référence Thierry Omeyer et vous, mon cher Vincent Gérard, est-ce qu'on a assisté à une passation de pouvoir? Ah, on a dû vous la poser cette question. Hein, voilà. Est-ce qu'on peut parler de cette question? Elle est un peu dure parce que vous jouez dans une équipe avec quand même un monument. Et comment vous répondez à ces questions-là? Déjà, de dire Gérard contre Meyer, vous avez bien vu ce que Alors, disait c'est juste un Claude, petit truc d'editing. Je voilà. sais que vous entendez bien. Ça va, Ça va pas bien. de problème. Voilà. Non, il n'y a pas une histoire de passation de pouvoir. Thierry est gardien tellement hors norme, c'est le meilleur gardien de tous les temps. Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, donc il n'y a pas à vouloir se comparer ou quoi que ce soit. C'est vrai que je suis très heureux, très fier de pouvoir être à côté de lui, de pouvoir travailler avec lui, de pouvoir essayer de m'inspirer de ce qu'il peut faire. Et puis je suis très heureux aussi quand je suis sur le terrain, qu'il puisse m'aider, qu'il puisse essayer de faire en sorte que je sois bon. David, il n'y a pas une version officielle là pour les caméras, puis il y a un truc terrible où il y a des coups de couteau. Ah, s'il y a des coups de couteau, vous nous racontez, nous on aime ça. Hein. Non, je ne pense pas qu'il y ait de coups de couteau, mais effectivement, la question va forcément se poser parce que, d'une part, liée à la performance intrinsèque de Vincent sur cette deuxième semaine, notamment, voilà, Thierry Omeyer qui joue 15 minutes sur demi-finale et finale confondues. Voilà, personne ne s'y attendait, que ce soit toi qui soit le titulaire dans les buts sur ces deux matchs-là et qui participe pleinement au titre mondial, c'était pas attendu. Et puis Thierry Omeyer a 40 ans, Vincent en a 10 de moins. Donc forcément, le débat, je sais que c'est pas simple pour Vincent, mais le débat, forcément, il faudra le poser à un moment ou à un autre. Et les performances de Vincent, là, elles sont plus enclines à penser que
que Vincent est le futur de l'équipe de France dans les buts, oui. Ce qui est embêtant, c'est que là, on est en train de remettre en, comment dire, de remettre en question Thierry Omeyer. Est-ce qu'il est... Non, c'est pas remettre en question. Non, mais je voyais même des commentaires. Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est bon à rien? Est-ce qu'il peut machin? Demi-finale, il ne joue pas. Donc, il ne peut pas faire ses preuves. En finale, OK, il se trouve. Mais ça arrive à tout le monde. Je veux dire, on est en train de remettre en question les capacités d'un des meilleurs gardiens du monde encore aujourd'hui, juste parce qu'il s'est loupé sur un match. Je veux dire, au PSG, il fait une bonne saison. Il peut encore très bien faire le... Valentin et Vincent, mais ça, c'est malheureusement l'histoire du sport, non? Bien sûr, mais ne pas de suite, là, je vois des trucs, tout le monde dit, il est fini. Je pense que voilà, la réalité de 3 jours fait pas la réalité même d'une saison et que cette question, elle a pas de sens, en ce moment. Mais sans dire évidemment qu'il est fini, parce qu'il a fait en plus des matchs magnifiques pendant ce mondial, est-ce que vous, à un moment, vous avez cru que vous alliez être titulaire pour débuter la finale? Non, à aucun moment, puisque Didier l'a annoncé dès la fin de la demi-finale. Donc, ça nous a surpris d'ailleurs. Mais après, je prépare chaque match en me disant que je peux jouer et que si je dois jouer, je dois être opérationnel à l'instant où je rentre. C'est une gymnastique un peu différente de quand on est titulaire et qu'on sait qu'on va jouer et qu'on va avoir du temps. Il faut toujours être sur le qui-vive, de la première à la 60e. Donc voilà, le match, je ne l'aurais pas préparé différemment. Est-ce que justement, quand Dinard, juste après la demi-finale, vous êtes extraordinaire, dit ça sera Meyer qui va jouer, est-ce que vous le saviez, vous, en jouant cette demi-finale, que quoi qu'il arrive, vous ne seriez pas titulaire pour la finale? Ou c'est le coach qui parle sans vous l'avoir dit? Non, je ne le savais pas. Après, voilà, pour moi, dès la fin du match, j'ai dit, je pense que, sans avoir su, je pense que je ne commencerai pas la finale. Et pourquoi? Parce que, voilà, il est 5 fois champion du monde. Il a tellement l'expérience de ce genre de moment. Il n'y a pas que le handball dans ce genre de moment. Il y a aussi, voilà, l'intellect, tout ça. Et il a vraiment une plus grosse expérience. C'est que c'est normal. Et puis, encore une fois, c'est le meilleur gardien du monde. Donc, encore une fois, la question ne se posait pas. Est-ce que vous attendiez à autant jouer dans ce tournoi? Non, forcément, on ne m'attend pas à jouer, à autant jouer. Après, néanmoins, j'étais toujours prêt à pouvoir jouer et à pouvoir servir. Lucas Papadélis, ça revient souvent. Hein. Alors, il vous compare à Thierry Omeyer, l'incomparable. Comment vit-on d'être meilleur gardien du tournoi devant Thierry Omeyer? Meilleur gardien. On insiste, hein. Il va être fâché, Thierry, s'il nous regarde. Il a fait 2 matchs. Non, mais après, encore une fois, je le dis, après, c'est pas de la fausse modestie ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est. On est là, on est devant vous, là, parce qu'on a une médaille d'or autour du cou. On n'est pas là parce que j'ai été meilleur gardien du tournoi. Donc, dans un sport co, c'est cool. Franchement, je suis content, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est rien comparé à la joie d'avoir une médaille d'or. La dernière question de Karine. On sait parfois que le rôle de gardien s'est très mal passé. Là, je pense plus au foot, évidemment, et au statut de numéro 1, numéro 2. Est-ce que vous, finalement, d'être justement aux côtés du plus grand, ça vous a boosté, ça vous a peut-être permis d'être encore meilleur ou pas? C'est sûr. C'est sûr qu'en tous les cas, ça les tue. au niveau à l'entraînement, en match, de voir comment il fonctionne, de voir comment il travaille, de voir comment il goal, ça peut que aider. On doit s'en inspirer. Et puis c'est aussi, il ne faut pas se cacher, c'est rassurant, c'est rassurant de se dire il y a le meilleur gardien du monde, donc vraiment il ne peut pas nous arriver grand-chose. Vincent Gérard et Valentin Porte étaient nos invités de la grande interview. L'événement, ils l'ont fait hier. Ils sont devenus champions du monde de handball. Tout de suite sur la